Bonjour à tous. Comme vous le savez, le contexte sanitaire rend actuellement impossible les conférences en présentiel. C'est pour ça que la ville de Lançon m'a proposé ce nouveau format, celui de la conférence en vidéo, pour nous permettre à tous de partager malgré tout un moment ensemble. Certains d'entre vous le savent, j'interviens régulièrement à la médiathèque depuis plusieurs années sur des sujets d'histoire de l'art et j'en profite d'ailleurs pour remercier la mairie de Lançon ainsi que tout le personnel de la médiathèque pour leur fidélité et leur accueil toujours chaleureux. Depuis 2017, j'ai eu le plaisir de venir vous parler du patrimoine lançonnais, des traditions de Noël, des représentations de l'amour et de l'érotisme dans l'art, ou plus récemment, des femmes artistes méconnues. Cette année, la médiathèque m'a demandé de vous parler du sculpteur César. Alors c'est évidemment pas un hasard puisque nous fêtons cette année, en 2021, le centenaire de sa naissance. Alors bien que je ne puisse pas être physiquement parmi vous, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie à la découverte de cet artiste originaire de notre région. Je vais vous parler de sa vie, bien sûr, mais surtout de son œuvre. Alors que vous soyez amateur d'art contemporain ou pas, vous avez forcément déjà entendu parler de César, ne serait-ce que pour la célèbre statuette créée pour les trophées du cinéma français, notre équivalent des Oscars américains. Qui était César ? Connu par son prénom, César Baldaccini est né le 1er janvier 1921 à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai. Alors comme son nom le laisse supposer, il est d'origine italienne. Ses parents, Omer et Lelia, sont nés en Toscane et ils sont venus s'installer dans la cité phocéenne au début du XXe siècle. César avait une sœur jumelle et un frère un peu plus jeune que lui. Il grandit à Marseille, dans un quartier populaire donc. Sa famille n'est pas très riche, ses parents tiennent une sorte de bistrot cave à vin donc dans le quartier de la Belle de Mai. Il n'est pas particulièrement attiré par les études et il disait d'ailleurs que pendant que d'autres allaient au lycée, lui il faisait l'école buissonnière. L'école c'est pas son fort, mais il aimait dessiner, bricoler, fabriquer des objets et il va se tourner vers l'enseignement artistique. À 14 ans, en 1935, il rentre à l'école des Beaux-Arts de Marseille qui se trouvait à cette époque dans le Palais des Arts, construit par Henri Espérandieu dans le 1er arrondissement, sur la place Carly. Ce qui est intéressant lorsqu'on étudie l'œuvre d'un artiste contemporain, c'est qu'on a la possibilité d'avoir accès aux paroles de l'artiste lui-même au travers d'entretiens avec des journalistes ou des historiens de l'art. Il y a également encore aujourd'hui des gens qui l'ont connu et qui ont travaillé avec lui, qui sont encore en vie et qui peuvent en témoigner. Bien entendu, l'art est et a toujours été sujet à interprétation, mais pouvoir questionner l'artiste sur sa démarche artistique ou intellectuelle est un luxe dont on ne peut bénéficier complètement que pour les artistes du XXe siècle. Pour César, on a beaucoup de documentation, de témoignages, d'enregistrements. Dans les dernières décennies de sa vie, il s'est prêté plusieurs fois au jeu de l'interview. Je pense notamment à celle menée par Daniel Abadi pour l'émission À Voix Nue sur France Culture, un an seulement avant le décès de l'artiste. Cet enregistrement a été diffusé en 5 épisodes d'environ 20 à 25 minutes au mois de juin 1997. Il est d'ailleurs disponible sur le site internet de France Culture et je vous invite pour ceux que ça intéresse à aller l'écouter. C'est intéressant et on comprend rapidement quel genre de personnage était César. C'était un homme qui avait beaucoup d'humour, qui ne se prenait pas au sérieux, qui était humble par rapport à son travail, mais aussi qui doutait beaucoup. Il disait à ce propos, sans le doute, il n'y a pas de création et il n'y a pas d'artiste. Alors voyons un petit peu son parcours. Il va obtenir une bourse d'études qui va lui permettre de partir pour Paris en 1942 et de rentrer à l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts de Paris donc. Alors pendant la guerre, c'est un peu particulier, il va redescendre à Marseille, il va vivre un peu comme il peut, avant de reprendre ses études. Aux Beaux-Arts, il va apprendre tout un tas de techniques, parmi lesquelles bien sûr la sculpture traditionnelle, le modelage, le dessin, le travail du fer, et justement, entre César et le métal, ça va être une grande histoire d'amour. Il considérait que tous les matériaux sont des matériaux de sculpteurs. Alors il va se tourner rapidement vers le métal, il va faire de la récupération de ferraille, principalement au départ parce qu'il avait peu de moyens financiers,
Et puis c'était une manière facile d'obtenir ce dont il avait besoin pour ses créations. Et puis réellement, ça va devenir une passion et on va voir que tout au long de sa carrière, eh bien, il va avoir un lien particulier avec cette matière. À Paris, il commence une nouvelle vie, c'est totalement différent de ce qu'il vivait à Marseille. C'est un nouveau monde, c'est enthousiasmant, c'est exaltant même. Et puis bon, parfois évidemment, c'est difficile aussi. Il va côtoyer beaucoup d'artistes célèbres ou en passe de le devenir. Et lui, qui n'avait pas une grande culture artistique, il va s'imprégner de ces rencontres. Il s'intéresse à ce que font ses contemporains, il traîne dans les ateliers. Et puis, il a une volonté d'apprendre qui est très importante. Et ça va lui permettre de développer une approche intuitive de l'art. Dans son interview avec Daniel Abadi, dont je vous parlais tout à l'heure, César disait de lui-même un peu avec tendresse et avec humour « Je suis con et intelligent ». Con parce qu'il considérait avoir un gros manque d'instruction par rapport à ses collègues, mais il se sentait tout de même intelligent dans son approche des autres parce qu'il apprenait vite, et puis qu'il avait l'intelligence de savoir voir et de savoir écouter surtout. Alors parmi tous ces artistes au milieu desquels il évolue à Paris dans les années 50 et les années 60, certains ont une place plus importante dans sa vie, comme Pablo Picasso par exemple, qui l'a beaucoup inspiré, qui le fascinait même. César disait de lui qu'il était un personnage hors du commun, mais d'une simplicité totale. Il y avait également Alberto Giacometti, qu'il décrivait comme étant un intellectuel et qui était un de ses voisins. Yves Klein, Marcel Duchamp, qui avait une grande vie intérieure, toujours d'après César. Jean Tinguely ou encore Germaine Richier, qu'il décrivait comme étant pas jolie mais belle, et puis c'était une Provençale comme lui, et ça lui plaisait bien. Il avait un rapport à la Provence ou plus largement à la méridionalité qui était assez intéressant. Donc César est un Marseillais qui vivait à Paris, ce qui lui donnait, disait-il, une mauvaise réputation parce qu'il avait un côté pagnol. Alors ça, c'est un peu pour la blague, mais en réalité, il se sentait chez lui à Paris et il est resté quand même toujours très attaché à son origine méditerranéenne. Il se sentait proche de ses compatriotes, comme il disait, de toutes les personnes venant du sud de la France, mais plus largement du pourtour méditerranéen. Pour lui, c'était eux, les Méditerranéens, qui faisaient tourner le monde de l'art à l'époque. Alors parmi ses proches, ne serait-ce que ceux que j'ai cités, vous voyez qu'on a Picasso qui est espagnol, Giacometti italien, Klein qui était niçois, et Germaine Richier qui est né chez nous à Grance, et puis César bien sûr lui-même, donc marseillais d'origine italienne. À ce propos, il y a deux phrases qui m'ont fait sourire. Il disait en rigolant « On se baigne tous dans la même mer, on mange du rouget et puis l'huile d'olive, ça nous réunit. » Ouais, je trouve que ça résume bien le personnage. César est à Paris donc dès le début des années 40, ponctuellement pendant la période de guerre, et puis il va s'installer définitivement et il va évoluer donc dans ce milieu artistique en pleine effervescence. C'est une renaissance pour lui. Il concluait d'ailleurs en 97 son interview par cette phrase « Je suis né 2 fois, je suis né la première fois à la Belle de Mai et la deuxième fois rue Bonaparte à Paris ». Il va rester aux Beaux-Arts jusqu'en 1954 et à cette période, il se familiarise avec la soudure à l'arc qui va rapidement devenir sa technique de prédilection, du moins pour un temps. Grâce à la soudure à l'arc, il peut assembler des morceaux de ferraille comme il le souhaite et sans limite. Ça va lui permettre d'assembler des grosses pièces avec des petites, de créer des formes, les formes qu'il veut, sans être contraint par les techniques de fabrication. C'est d'ailleurs le premier artiste contemporain à employer cette technique de la soudure à l'arc. Ça nous montre aussi que César s'est toujours beaucoup intéressé aux outils, aux machines et à tout ce qui pouvait lui permettre de transformer la matière. Mais ça, on va y revenir un peu plus longuement tout au long de cette conférence. Donc, grâce à la soudure à l'arc, il assemble des pièces et c'est ce qui va constituer une première série d'œuvres qu'on appelle les fers soudés. Sont les œuvres de cette période, début des années 50 jusqu'au début des années 60. Et c'est grâce à ces fers soudés qu'il va connaître ses premiers succès. Alors il va en réaliser un grand nombre, ça va être principalement des animaux ou des figures humaines, comme par exemple, là je vous montre Chauve-souris,
qu'il a fait en 1954, qui est conservé au Centre Pompidou, ou bien L'homme qui marche, la même année, qui est aujourd'hui dans une collection particulière. Vous avez ici Le Moustique, en 1955, ou un dernier exemple, Le Diable, en 1956, qui est également conservé au Centre Pompidou. Alors toutes ces œuvres, il va les réaliser dans son nouvel atelier qui se trouve à Villetaneuse. Villetaneuse, c'est en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Son atelier était installé dans une ancienne usine métallurgique. C'était une usine de mobilier métallique qui s'appelait Matériel Malma. Elle n'existe plus aujourd'hui. Alors au départ, il y allait simplement pour récupérer les déchets de l'usine. Et puis, il va se lier d'amitié avec le patron. Et donc le fils du patron lui dit que s'il vient travailler là, son père pourra certainement lui donner du matériel et peut-être même lui faire une petite place. En 1954, c'est chose faite, Léon Jacques, le patron de l'usine Matériel Malma, va lui libérer un espace de 1000 m² au sein de l'usine pour qu'il puisse installer son atelier. Il peut donc récupérer tout le matériel qu'il veut, toute la ferraille qu'il veut, et puis il peut travailler sur place. Vous voyez ici, je vous montre une photo où on voit César au milieu des ouvriers de l'usine avec quelques-unes de ses œuvres. Pour la ville de Villetaneuse, c'est une aubaine d'avoir un artiste en plein essor qui s'installe là. Et d'ailleurs, devant l'hôtel de ville, on peut voir une de ses œuvres réalisées dans cette usine qui s'appelle la Vénus de Villetaneuse. C'est une pièce de grande dimension puisqu'elle mesure près d'1,80 m de haut. Et puis, vous voyez, là je vous montre deux photos. Il y a également une photo prise dans l'atelier au moment de sa conception. Aujourd'hui, en hommage à l'artiste marseillais, une station de tram et une place de la ville portent son nom, donc à Villetaneuse. Alors, ces fers soudés, je vous ai qu'il marquait le début de son succès. En 1954, l'année où il s'installe à Villetaneuse, au moment où il entrevoit une infinité de possibilités grâce à cette profusion de matériaux et à ce grand atelier pour pouvoir les travailler, une de ses créations, qui s'appelle l'Esturgeon, que vous voyez ici, c'est une pièce de plus de 3 mètres de long, et bien l'Esturgeon est exposée dans la cour de la galerie Lucien Durand à Paris. L'année suivante, l'État va racheter cette pièce pour le Musée national d'art moderne pour la somme de 100 000 francs. Et c'est pas tout, puisque grâce à l'Esturgeon, César va également remporter le prix des 3 arts de l'École des Beaux-Arts de Paris. À partir de là, les succès vont s'enchaîner. César expose dans différentes galeries parisiennes et dans les années qui suivent, il va participer à de nombreuses manifestations internationales, comme la Biennale de Venise ou bien même l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958. Les musées achètent ses œuvres, il va pouvoir ouvrir un nouvel atelier à Paris. Bref, il a 33 ans et la vie lui sourit, sa carrière artistique est lancée et à ce moment-là, on va le surnommer le Benvenuto Cellini de la ferraille, en référence à l'orfèvre et sculpteur italien de la Renaissance. Une des choses qui caractérise César, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est son amour de la matière et des matériaux. Il disait, c'est le matériau qui décide de l'œuvre. Alors quand on regarde l'ensemble de sa carrière, eh bien il n'y a pas forcément une progression dans sa manière de concevoir sa pratique artistique. Il n'intellectualise pas, du moins au départ, il est spontané, libre et il considère que la pratique artistique, ça doit être un plaisir et ça ne doit pas être soumis à des contraintes. Il s'interdisait rien, il allait là où le matériau le menait. Il disait que tous les changements de technique utilisés au cours de sa carrière naissaient de l'intuition. Il disait « tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai fait aucun effort ». Alors évidemment, ça c'est au départ. Après, une fois qu'il a trouvé une technique, eh bien, on va le voir, il va pousser jusqu'au bout pour l'améliorer, pour la transformer, etc. À la fin des années 50, il va se passer quelque chose qui va bouleverser la carrière de César. Il découvre des presses qui sont utilisées pour les matériaux précieux. C'est des petites presses qui permettent de faire des petits formats de compression. Et puis dans un film, il va découvrir l'existence de presses hydrauliques de grand format qui servent à compresser les voitures. Alors à l'époque, il n'y en a pas en France. Il est fasciné par ces presses qu'il voit dans ce film. Il se renseigne et on lui apprend que, eh bien, il y en a une à New York
et il va demander à se faire expédier une compression de voiture depuis New York. Alors, le temps que tout ça se mette en place et que la compression arrive, eh bien, entre-temps, il apprend que le ferrailleur chez qui il récupère des pièces pour ses sculptures vient de faire installer une de ses presses américaines. Il va le voir évidemment, il va regarder son fonctionnement et comme je vous le disais, ça va être une révélation. Il a un coup de foudre, c'est lui qui le dit, pour cette incroyable machine. Ce moment-là, ça va marquer vraiment un tournant dans sa carrière. Il s'arrange avec son ferrailleur pour pouvoir utiliser la presse le samedi après-midi. Il fait des premiers essais qui ne lui conviennent pas, mais très vite, il se prend au jeu et il voit dans ces cubes de métal de véritables œuvres d'art potentielles. Il compresse, jusqu'à ce qu'il arrive à obtenir quelque chose qui lui plaît et qui, pour lui, est exposable au grand public dans des galeries ou des musées. Ses premières voitures compressées, il va les présenter en 1960 au Salon de Mai. Alors le Salon de Mai, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation annuelle d'art contemporain, de style qui regroupait des artistes au style très varié, le Salon de Mai, il a existé pendant 70 ans. Ça a commencé en 1945 jusqu'en 2014. Et pendant ces 70 ans d'existence, eh bien, il y a plus de 5000 artistes qui ont pu exposer dans ce salon. Exposer au Salon de Mai, à ce moment-là, dans les années 50-60, c'était s'assurer une reconnaissance à la fois de ses pairs, de la critique et du grand public. Donc c'est quelque chose de très important. Bref, César expose donc 3 voitures compressées au Salon de Mai en 1960 et il intitule son œuvre 3 tonnes. Bon, en réalité, ça pèse pas 3 tonnes du tout, hein, mais bon, c'est une manière de montrer que ce sont des grosses machineries. Ces compressions, on va appeler ça des compressions brutes, c'est-à-dire qu'il montre ce qui sort des presses hydrauliques sans y apporter de modifications. On dit aussi que ce sont les compressions historiques de César. Alors, comment ça va être perçu? Eh bien, ça va faire un scandale, ça va être jugé provoquant dans le monde artistique, et puis il va falloir attendre très longtemps avant que ces compressions ne soient reconnues comme des œuvres d'art, que ce soit au niveau national ou international. Il va falloir attendre quasiment une décennie. César, lui, il n'en a rien à faire, il aime ses compressions, il suit son idée et il veut aller jusqu'au bout de son idée et au bout de la matière. Il disait, les compressions, c'était une intuition, le raisonnement vient après. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ce raisonnement? Eh bien, après ces premières compressions brutes, il va faire ce qu'on appelle les compressions dirigées, c'est-à-dire qu'il ne s'agira plus simplement de compresser une voiture, ou autre chose d'ailleurs, mais de faire en sorte de faire ces compressions en choisissant les éléments pour leur forme, pour leur matière ou pour leur couleur, en faisant ressortir tel ou tel élément de la structure. Vous envoyez un exemple ici, ou un autre exemple avec la compression Ricard en 1962, ou bien encore celle-ci en 61, qui porte un titre parfait, puisque le titre de cette œuvre, c'est « Viens ici que je t'esquiche ». Vous voyez, on est vraiment dans le César le Marseillais. Alors, comment est-ce qu'il procède pour faire ça? Il choisit les pièces qu'on va mettre dans la presse pour que le résultat soit original et surtout esthétiquement intéressant. Alors, vous allez comprendre rapidement avec cette citation. Donc, par exemple, César qui dit au moment où on va mettre en route la presse, « Ne me mettez que des pare-chocs, que des capots ou que des ailes. Mettez-moi une voiture noire, 2 capots rouges et 12 pare-chocs. » C'est un exemple. Pour résumer, il ne compresse plus des voitures. À ce moment-là, il transforme la matière. On en revient donc à cette idée de matière. En fait, il ne pense pas à l'objet ou aux objets qu'il va compresser. Pour lui, peu importe ce que c'était à l'origine, que ce soit une voiture ou autre chose, il s'en fiche. Lui, ce qu'il voit, c'est la matière qui compose cet objet. Il disait d'ailleurs, mon imagination se met en marche quand j'ai touché les choses. Donc, c'est vraiment, il se dissocie complètement de l'utilité première de ce qu'il va compresser. Alors ces compressions, c'est ce qu'on connaît le plus de l'œuvre de César, c'est ce qu'on va lui associer automatiquement. Quand on pense à César, on pense aux compressions, même si ce n'est qu'une toute petite partie de son œuvre. C'est sa marque de fabrique, il va recevoir beaucoup de commandes, il va s'en amuser, et puis il va faire des compressions jusqu'à la fin de sa vie. Par exemple, en 85, on est donc 25 ans après les compressions brutes, il va faire la série des championnes. Alors la série des championnes, ce sont 6 voitures qui étaient championnes de rallye
donc des voitures Peugeot Talbot Sport, que César va littéralement aplatir. Alors vous les voyez ici sur cette photo, elles ont été exposées à la Fondation Cartier en 1986-87, et chacune de ces 6 voitures, eh bien, elle ne mesure pas plus de 30 cm d'épaisseur. Donc il en a fait des crêpes, hein, en fait. La dernière compression, la dernière série de compressions qu'il va faire, c'est en 1998, c'est l'année de sa mort, donc ce sont vraiment ses dernières œuvres. C'est la suite milanaise. Alors la suite milanaise, c'est une série de 15 voitures Fiat, neuves, à peine sorties de l'usine, qu'il va compresser et faire repeindre dans les ateliers de l'usine Fiat de Turin, selon la gamme de couleurs du constructeur. Donc ici, ça fait une série de compressions monochromes qui constituent une sorte d'échantillon en fait des couleurs industrielles de Fiat. Cette série va obtenir le prix Guggenheim Impresa e Cultura qui récompense les entreprises soutenant le domaine de la création artistique. C'est un joli pied de nez pour César qui avait été tant décrié lors de l'exposition de ses premières compressions en 1960. Alors on va revenir justement aux années 60 pour continuer un petit peu le parcours. En 65, le destin de César va de nouveau basculer. Alors comme je vous le disais, il était à ce moment-là plutôt décrié à cause de ses compressions brutes. Et pourtant, le galeriste Claude Bernard va lui proposer de participer à une exposition sur le thème de la main. Alors cette exposition, elle s'intitulait « La main de Rodin à Picasso ». Dans cette exposition vont être exposés Picasso, Giacometti, bien d'autres, que des artistes que César admire et ça lui met un peu la pression. Il veut être à la hauteur, il ne sait pas quoi proposer, il veut présenter quelque chose d'original et qui va un petit peu redorer son image dans le milieu artistique. À ce moment-là, les hasards de la vie et coïncidences, il va rencontrer un jeune sculpteur qui lui demande de le recommander pour le salon de mai. Avant de le recommander, César va visiter son atelier et il découvre chez ce sculpteur le pantographe. Alors pantographe, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est un appareil qui permet de reproduire un dessin en modifiant l'échelle. Alors au début du XVIIe siècle, c'est à ce moment-là que ça a été inventé, c'est utilisé pour le dessin, donc vous le voyez ici, c'est un outil avec un bras fixe, il y a un pointeur au centre et un autre bras articulé avec un crayon. On déplace le pointeur sur le motif original et puis le crayon reproduit le motif sur une autre feuille à l'échelle qu'on aura choisie. On peut le reproduire à l'identique, en plus petit ou en plus grand. Au milieu du XIXe siècle, ce système est perfectionné pour permettre de dupliquer des sculptures. Donc vous voyez ici un pantographe adapté à la sculpture qui permet de reproduire une pièce à l'identique mais à l'échelle. Ce que va découvrir César, c'est ce qu'on appelle le pantographe de Cheverton, du nom de son inventeur, Benjamin Cheverton, un Britannique, qui a mis au point en 1844 une machine permettant à la fois de reproduire une sculpture, mais aussi de l'agrandir. Alors César, évidemment, ça le passionne, je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est machine, outils, etc., ça lui plaît. Et puis, il va avoir une idée, c'est de proposer pour l'exposition de Claude Bernard une partie de sa main agrandie. Vous l'aurez compris, c'est la naissance du célèbre pouce de César, ou devrais-je dire du premier pouce de César, parce qu'il y en a beaucoup de ces pouces de César. Il y en a des grands, des petits, des blancs, des rouges, des dorés, en bronze, en plâtre, en marbre, en résine, en fonte, enfin moi, tout ce qu'on peut imaginer. On en trouve de toutes les dimensions aussi. Puisque de 40 cm à 12 mètres de haut, l'artiste a décliné ce morceau de son anatomie de tout un tas de manières différentes. Alors vous en voyez quelques-uns ici qui ont été présentés lors de la rétrospective César au Centre Pompidou en 2018. Alors depuis 1966 et le premier pouce, on a vu des pouces pousser de partout. Il y en a un à Marseille bien sûr, mais il y en a un aussi à La Défense, à Paris, à Séoul, à Washington, à Coblence, à Riyad, devant le Centre Pompidou bien sûr, à Paris. Il y en a aussi au Danemark, il y en a un à Nice, et puis sans compter tous ceux qui sont dans les différents musées du monde entier. Le premier, c'est celui-ci, en 1966. Il est en résine de polyester, donc il est rouge comme vous le voyez, il mesure 40 cm de haut, il pèse 6,7 kg et il est conservé à la Tate Gallery à Londres. Le plus grand, c'est celui-là,
Il est en bronze, il date de 1994, il est sur l'esplanade de la Défense à Paris et il mesure 12 mètres de haut et il pèse 18 tonnes. Vous voyez, on va de 6 kg à 18 tonnes. Alors, ces recherches sur le pouce, sur les différents matériaux qu'il peut utiliser pour multiplier les occurrences, vont faire découvrir à César quelque chose qui va être important pour la suite de sa carrière, pour la prochaine suite d'œuvres, c'est la mousse de polyuréthane. Alors cette mousse de polyuréthane, ça se répand, puis ça gonfle, et puis ça se fige au bout d'un petit moment, et ça donne des espèces de grandes flaques colorées, des formes molles, mais qui vont évidemment se solidifier. Alors, au salon de mai 67, il va présenter la grande expansion orange. Alors, dans les années qui vont suivre, il va réaliser ces expansions en public sous forme de happening, c'est-à-dire des performances artistiques. Et puis, il va essayer évidemment de perfectionner un petit peu tout ça. Et il se rend compte qu'en rajoutant du fréon au polyuréthane, eh bien, la résine, elle gonfle encore plus pour atteindre des volumes étonnants. Et puis, en plus, elle se fige et elle se solidifie plus vite. Du coup, c'est plus intéressant pour lui. Jusqu'en 69, pendant 2 ans, il va donc réaliser des expansions aux 4 coins du monde. Alors parfois, il les découpe et puis il va distribuer des morceaux aux spectateurs, aux gens qui sont là. Et du coup, ça devient de l'art éphémère. Pour lui, ça ne change rien en fait, puisqu'il considère qu'une expansion reste une expansion, même une fois découpée en petits morceaux. Il disait, la sculpture est une métamorphose de la matière et chaque fois qu'elle changera, ce sera toujours un César. En 1969, il met au point une technique qui permet de durcir la surface de ces expansions. Il va les poncer, les laquer et puis il leur donne un aspect lisse et satiné. Il les peint dans des couleurs douces, des couleurs nacrées qui donnent envie de les caresser. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il disait. Il disait « je veux qu'on ait envie de les toucher et de les caresser ». Il va en faire toute une série de toutes les couleurs et de toutes les formes, parfois avec des objets, comme vous voyez ici l'expansion numéro 33 réalisée en 1971. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces expansions, César va passer de formes érigées, comme le pouce, ou la plupart de ses compressions, qui sont présentées dressées comme des stèles, à des formes qui s'étalent et qui se répandent au sol. Pour lui, tout ce qui compte, je le dis, je le répète et je vais vous le dire encore plein de fois jusqu'à la fin, c'est la matière. En 97, il disait à Abadi « Je suis un magicien, j'ai fait l'amour avec la matière ». Donc on en revient encore et toujours à la même chose, à une même thématique récurrente, celle du matériau qui fait l'œuvre. En 1970, César est célèbre dans le monde entier. C'est cette année-là qu'il est nommé professeur à l'École des Beaux-Arts à Paris, et il va occuper ce poste jusqu'en 1986. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, il va se réinventer lui-même en permanence jusqu'à la fin de sa vie. Il réinvente les compressions, mais avec des objets du quotidien. Il va refaire une nouvelle série de fers soudés. Il va retravailler des pièces qu'il avait réalisées dans les années 60. Il va faire une nouvelle série avec des moulages, etc., etc. Bref, il ne va jamais s'arrêter. En 1976, c'est une nouvelle consécration. Une récompense prestigieuse portera désormais son nom, les Césars du cinéma français. Alors, comment ça s'est passé, cette histoire? Les Césars ont été créés par Georges Craven, qui était un journaliste et un producteur. Il voulait célébrer le cinéma français à la manière des Oscars américains. Pour concevoir la récompense qui va être allouée aux lauréats, Georges Craven fait appel à son ami le sculpteur César, et puis en plus, il va avoir l'idée de leur donner le nom de César, c'est-à-dire que le nom des Césars vient de César l'artiste, au-delà du fait qu'il ait créé la récompense, il a aussi donné son nom. Ce César, ça ressemble à Oscar, c'est un mot court, et puis ça rappelait César, Jules César, etc., etc. Le premier César, donc le premier trophée César, est une statuette masculine entourée par une bobine de film. Vous le voyez sur cette photo, par exemple, entre les mains de Jean Rochefort. Ça, ce sont les Césars 1976. Mais cette statuette, elle ne va pas susciter le déchaînement des foules.
Et puis, dès l'année suivante, en 1977, l'artiste va créer un trophée qui lui ressemble, qui est plus dans sa manière, sous la forme d'une compression d'une trentaine de centimètres de hauteur, faite de motifs, au départ c'est des motifs ornementaux de mobilier en bronze poli. La base mesure à peu près 8 cm par 8 cm, donc une trentaine de centimètres de haut, et ça pèse à peu près 3,5 kg. Et ça fait 44 ans qu'on utilise le même modèle, depuis 44 ans, donc les trophées sont réalisés chaque année dans la fonderie Bockel en Normandie, à partir du modèle d'origine. Alors il faut savoir qu'il faut à peu près 15 heures pour réaliser un César. Au départ, il y en avait 13 par an, aujourd'hui il y en a 25 par an. Et puis, depuis 2013, chaque César porte une plaque avec le nom du vainqueur qui est gravée en coulisses juste après l'annonce du résultat. Alors avec ces Césars, on en arrive tranquillement aux années 80. César travaille beaucoup, il commence à faire des tirages en bronze d'anciennes œuvres qu'il faisait en fer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces tirages, alors chaque fois que vous voyez un bronze de César numéroté, qui sont des reproductions multiples en fait, eh bien chacun de ces tirages est en réalité une pièce unique, puisque César lui-même faisait des retouches ou des modifications sur chaque pièce qui sortait de la fonderie. Donc ce ne sont pas des copies en fait multiples, chaque pièce est unique. Les années 80, c'est aussi le moment des récompenses pour César. Il va recevoir la Légion d'honneur, donc il avait reçu déjà la Légion d'honneur en 1976, et puis en 80, il va recevoir le Grand Prix national des arts pour la sculpture, le Grand Prix des arts de la ville de Paris. En 82, il va devenir officier de l'Ordre national du mérite. En 88, il va recevoir le prix Rodin. En 89, il est fait commandeur des arts et des lettres. Et puis en 90, il est promu commandeur de l'Ordre national du mérite. Bref, des récompenses pleuvent, les médailles, etc. Mais si on devait retenir 2 œuvres seulement de cette décennie, puisque je vous disais, il continue les compressions, il continue les expansions, il retravaille ses anciennes pièces, il fait des tirages en bronze, etc. Moi, j'ai choisi de vous parler pour la décennie des années 80 de 2 œuvres qui, je pense, retiennent l'attention. Il s'agit de 2 hommages à 2 grands artistes, chacun dans sa discipline, d'époques différentes, réalisés dans les mêmes années, simultanément, ils travaillaient sur les deux. Donc les 2 artistes, c'est Picasso et Eiffel. Je vais commencer par Gustave Eiffel avec l'hommage à Eiffel de César. Comment va naître cette œuvre? Eh bien, ça commence en 81, lorsque la SNTE, la Société Nouvelle d'Exploitation de la Tour Eiffel, décide, en accord avec la ville de Paris, qui est quand même propriétaire du monument, de procéder à d'importants travaux de rénovation. Parmi ces travaux, on va refaire les escaliers, etc., réinstaller des nouveaux ascenseurs, et puis il est prévu surtout d'alléger la structure de la Tour Eiffel. On va lui enlever 1340 tonnes d'acier. Alors les morceaux de la Tour Eiffel vont être vendus, et puis César décide d'en récupérer une partie, notamment des morceaux des poutrelles, et puis avec ces poutrelles et avec des plaques, il va composer cette imposante structure qu'il intitule donc « Hommage à Eiffel ». Il va y travailler pendant plusieurs années puisqu'il l'attaque en 83-84 et l'œuvre, il décidera de l'arrêter, c'est-à-dire de choisir qu'elle est achevée en 1989. Je disais qu'il aurait pu y continuer à y travailler pendant des années, mais en 89, il décide que c'est fini. L'œuvre, elle prend place à ce moment-là dans les jardins de la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Jouy en Josas, au cœur du domaine de Moncel, qui couvre la superficie de 14 hectares. Alors la Fondation Cartier, elle a déménagé en 94, elle a déménagé à Paris. Il y a seulement 2 œuvres monumentales qui sont toujours sur place à Jouy en Josas. Il y a l'hommage à Eiffel de César, donc, et puis le long terme parking d'Armand, qui est un monolithe de 20 mètres de haut, composé de 59 voitures empilées et engluées dans du béton. Alors l'œuvre de César, l'hommage à Eiffel, c'est une œuvre monumentale, je vous le disais, elle mesure 18 mètres de haut et elle pèse près de 500 tonnes. C'est la première fois, peut-être la seule, où l'origine des pièces métalliques utilisées par l'artiste sont considérées par César en tant que telles et non comme simplement un matériau. C'est-à-dire que pour lui,
Il utilise des pièces de la Tour Eiffel pour créer un monument en hommage à Eiffel. C'est-à-dire que pour une fois, il ne considère pas que c'est juste de la ferraille, vous voyez. Alors lorsque Abadi va l'interroger sur cette pièce et sur son statut de monument fait de morceaux d'un autre monument, vous voyez, César va répondre simplement « Je crois que tous les sculpteurs ont cette maladie de faire du monumental. Les sculpteurs, ça fait des monuments, c'est peut-être de l'orgueil. » Alors je vais finir cette présentation de l'œuvre de César par le centaure que vous avez sous les yeux et qui est un hommage à Picasso. C'est une sculpture monumentale en bronze qui mesure près de 5 mètres de haut. Elle se trouve sur la place Michel Debré à Paris. Alors vous voyez, elle représente un centaure, mi-homme, mi-cheval. Il s'agit d'un assemblage d'objets coulés dans le bronze et de plaques métalliques. Le centaure, en fait, ça apparente un petit peu en apparence au fer soudé qu'on a pu voir au début de la conférence, donc au début de la carrière de César. La jeunesse de cette sculpture, elle remonte en 1976, lorsque le conservateur du musée Picasso d'Antibes lance un projet d'hommage à Picasso, qui était décédé en 1973. César va faire plusieurs croquis, mais à cause du coût trop élevé pour la réalisation, le centaure d'Antibes ne verra pas le jour. Finalement, c'est grâce à la commande des 100 sculptures de Jack Lang qu'elle va naître. Et puis, la sculpture de César va être inaugurée le 10 octobre 1985, après 2 ans de recherche pour trouver l'emplacement idéal. Il ne fallait pas que les bâtiments à côté soient trop grands, pas trop petits, il fallait qu'on puisse tourner autour, que les gens du quartier soient d'accord, etc. Donc, il a fallu 2 ans pour trouver une place pour ce centaure. Le visage du centaure, c'est un autoportrait de César. Alors, vous allez dire, c'est bizarre, un hommage à Picasso, puis il met sa tête à lui. Bon. Donc c'est le visage de César et au-dessus de la tête, vous voyez, il y a un masque et ce masque reproduit le visage de Picasso. Cette sculpture, elle regorge de détails. Par exemple, on peut y voir dans la cuirasse une statue de la liberté en miniature. Il y a aussi une colombe de la paix. Il y a beaucoup de petits éléments. Et César considérait qu'il s'agissait de l'une de ses sculptures les plus complexes de toute sa carrière. D'ailleurs, il en a fait une version plus petite qui va être placée sur sa tombe dans le cimetière Montparnasse. César Baldaccini va décéder à Paris le 6 décembre 1998 à l'âge de 77 ans, en laissant derrière lui une quantité impressionnante d'œuvres d'art dont je ne vous ai montré aujourd'hui qu'un simple échantillon. Alors, durant toute sa vie, malgré les succès qu'il a eus, il a toujours été un peu boudé par le milieu artistique. Il était considéré comme un marginal, comme un artiste populaire, mais pas au bon sens du terme. Alors peut-être que c'était un peu à cause de sa personnalité, de ses doutes, de sa modestie aussi, parce qu'il ne comprenait pas les artistes qui disaient à tout bout de champ « mon œuvre, ma carrière, mes travaux », voilà, ça l'insupportait. Et à la fin de sa vie, il affirmait encore, malgré sa brillante carrière, il disait « je ne suis jamais arrivé à rien ». Sinon, je me serais arrêtée. Comme j'y suis pas arrivée, c'est pour ça que je continue. Heureusement pour nous et pour l'histoire de l'art, il a continué jusqu'à la fin. Et peu d'artistes se sont autant renouvelés que César. Ça en fait aujourd'hui un artiste majeur de l'histoire de l'art du XXe siècle, en France bien sûr, mais aussi dans le monde entier. En 2018, 20 ans après sa mort, le Centre Pompidou lui a rendu un bel hommage avec une exposition qui s'appelait César, la rétrospective, dont je vous ai montré pas mal d'images dans cette conférence. Et puis, cette année, César aurait eu 100 ans. Alors, j'espère que cette conférence vous aura donné envie de redécouvrir l'œuvre de cet artiste marseillais, de ce poète de la ferraille, comme certains le surnomment. Et puis, bien évidemment, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette conférence d'un nouveau genre. J'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver bientôt, physiquement, pour échanger autour d'un nouveau sujet passionnant de l'histoire de l'art.